Donc on va lire Frédéric Lordon, l'article de son blog du Monde diplomatique, ils ne lâcheront rien. Comme tout ce qu'il y a à dire sur la situation économique présente et ses éventuelles issues tiendrait difficilement en un seul texte, l'idée d'une sorte de mini-série a semblé une possibilité. Bon, ça c'est ce qui débute beaucoup de ces articles. Partout, de salutaires appels, des tribunes, des textes... Pardon, désolé, j'ai des gaz, c'est le Red Bull. Partout, de salutaires appels, des tribunes, des textes, après devraient être différents. Nous ne retournerons pas à la normale. Il ne faut pas redémarrer comme avant. C'est bien. L'ennui peut-être, c'est qu'on ne trouve pas la première analyse des conditions concrètes dans lesquelles ce il faut aura à se mouvoir. Disons-le tout de suite, elles sont adverses, en fait même hostiles. Donc, pourquoi est-ce que différentes personnes vont dire il ne faut pas qu'on retourne à la normale, et donc retour à la normale, le monde d'après, etc. On sait bien qu'on pense à l'après Covid-19, hein. Les castors juniors de 2022. Dès pour qui le problème n'existe même pas comme une possibilité d'inconvénient, ce sont des gens de partis de gauche, excités comme poux dans la paille fraîche à l'idée de 2022, collés à Skype ou à Zoom pour un grand brainstorming et sympa. Objectif, le retour de la gauche, dont les idées triomphent. Les gars et les filles, voilà ce qu'on va faire. On va faire un chouette remue-ménage. Tiens, un festival des idées où on se retrouvera tous. Après, on aura un programme, on trouvera un candidat, on sera tous unis autour de lui. Du coup, on va gagner les élections. Et après, le monde, eh ben, il sera plus jamais comme avant. Je l'emphase beaucoup, mais j'ai l'impression que c'est comme ça que le lit Lordon. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vois un truc très moqueur hein, dans ce qu'il dit là. Une vraie farandole, ils sont trop mignons. Oui, bon, voilà. Donc j'ai bien fait de le lire avec une voix d'enfant. Sans surprise, tous les organes du réformisme démocratique. Je l'entends tout à fait comme ça, ouais, c'est bien, hein, je crois que c'est bien. Sans surprise, tous les organes du réformisme démocratique poussent déjà à la roue avec le fol espoir de refaire un tas présentable avec les débris du PS, de liquider comme en 2017 la possibilité Mélenchon, parce que, ça va sans dire, la gauche ne peut pas être europhobe et souverainiste, peut-être même donner la seconde chance qu'il mérite à Benoît Hamon, un ticket avec Yannick Jadot ou une belle alternative écologique et solitaire, ou Julien Bayou, tiens, qui est jeune, ce serait formidable. Une femme, ce serait bien aussi, mais Sandra Rigol est embêtée car le mot gauche continue de la gêner, c'est compréhensible. S'il le faut, on ira chercher Christiane Taubira, dont l'humanisme et le don de poésie ramèneront d'un coup l'union des gauches plurielles et le capitalisme à la raison. Bah oui, pourquoi pas, allons-y, allons chercher des gens du gouvernement Hollande, allons chercher des social-démocrates, allons chercher des petits bourgeois qui ne cherchent qu'à défendre leurs conditions de petits bourgeois, et très certainement que le capitalisme va s'effondrer comme ça. C'est vrai, ils ont raison, ils ont raison. Donnons la chance qu'il mérite à Benoît Hamon. Benoît Hamon, le mec qui veut unir ensemble toutes les prestations sociales en une seule, comme ça il y a beaucoup plus de contrôle sur l'appareil de distribution des richesses. Hein, comme ça, le prochain qui arrivera après, il pourra vraiment nous niquer la gueule avec une facilité qui sera absolument débile. 50 ans plus tard, sans que rien n'ait arrêté, rien réfléchi, que tout soit pire. Cul des ronces, sorti on n'est pas, dirait Yoda. Non mais alors là... Eh, les blagues culture pop, s'il te plaît, Frédéric. Non mais sérieux. Cul des ronces sorti on n'est pas. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi t'écris ça? Essaye pas de faire des blagues pour les jeunes. Essaye pas de faire des blagues pour les jeunes, Frédéric, ça ne marche pas. En plus, vraiment, ça fait boomer, quoi. Une tribune bien dans cet esprit positif rappelle ce précédent de l'an 1 qui déjà en 1971 voyait le grand dérèglement, se proposait de tout arrêter pour tout réfléchir à nouveau, et déplore les signataires 50 ans plus tard sans que rien n'ait été arrêté, rien réfléchi et que tout soit pire. La question qui normalement devrait les étreindre s'ensuit pourtant logiquement par quel miracle, quoi que ce soit, devrait-il changer d'ici 50 nouvelles années. Ici on ne sait pas pourquoi, on pense irrésistiblement à l'Europe sociale et démocratique. Voilà, bon, les propositions en tout cas qu'on nous propose pour sortir de cette situation dans laquelle on est, elles ont l'air de ressembler beaucoup à la situation dans laquelle on est, et surtout qui veut qu'on sorte, qui veut qu'il y ait un monde d'après, et combien de mondes d'après est-ce qu'on essaie de nous proposer là. Voilà. C'est en gros ça, hein. Ah, il a écrit un billet sur le blog de Mediapart, cher Christiane Taubira, portez-vous candidate. Ah putain, ça il faudrait que je le lise. Parce que Christiane Taubira, je suis très partagé, hein. Je l'aime beaucoup, elle. Elle, je l'aime beaucoup. Mais je sais pas si ses idées, je les aime tant que ça.
Or, la réponse est très simple. Parce qu'il y a du monde en face. Certes, un tout petit monde, mais très resserré, très coordonné, très déterminé, à ne rien changer du tout. Le délier du doigt fourré avec lequel les patrons de Total, de la BNP et de tant d'autres ont envoyé le gouvernement se faire voir chez Plumeau à propos des dividendes de l'année que de l'année gagnerait. À propos des dividendes de l'année gagnerait. Ah, gagnerait. Ah, oui, pardon. Le délier du doigt fourré avec lequel les patrons de Total, de la BNP et de tant d'autres ont envoyé le gouvernement se faire voir chez Plumeau à propos des dividendes de l'année gagnerait, par exemple, être pris en considération. Il y a quand même un problème avec cette phrase. Il y a quand même un problème. Oui, il y a un problème avec cette phrase, il manque un A. S'il étonne encore quiconque. Voilà ce que ces gens se permettent au cœur de l'épidémie. On imagine après. On aura sans doute, on a déjà l'occasion de rire beaucoup avec les contreparties des aides d'État qui ne manqueront pas de tomber, bien épaisses. La condition de non-fricotage dans les paradis fiscaux, bien sûr, c'était pour rire. Elle a d'ailleurs vécu ce que vivent les amendements l'espace d'un matin. Celle de correction environnementale minimale a dû susciter une hilarité au plus grande. Une hilarité plus grande si c'était possible. Et puis quoi encore ? Voilà, bon, de toute façon, là, on n'est pas parti pour du mieux, hein. On est parti pour des contreparties, on est parti pour, d'ailleurs, des aides d'État qui vont tomber. Moi, les aides d'État, je ne les connais pas, et j'avais écrit incendiairement sur Twitter, personne m'a relayé, parce que j'étais peut-être trop incendiaire, mais que Macron, grossièrement, ses 150 €, il peut se les foutre au cul. Mais vraiment, hein, ces 150 €, il peut se les foutre au cul. Mais je serais prêt à prendre même plus, à prendre 250 €, à les rouler, à faire un beau tas, et vraiment aller lui foutre au cul, quoi. Quel mépris de nous envoyer 150 balles quand on sait la misère dans laquelle les gens sont en train de tomber avec le Covid. 150 balles. Je crois que c'est 1 milliard ou 1,5 milliard le plan de relance pour les précaires. Le plan, enfin pas le plan de relance, mais le plan social pour les précaires. C'est combien? 200 milliards pour les entreprises. Enfin bref, c'est débile. Lordon en AG, oui, Lordon en AG, ça doit être trop bien. Ah non, pas Lordon. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est pas Lordon qui dit, cher Christiane Taubira, portez vos candidates. Ah oui. Mais vraiment, c'est 150 balles, mais qui se les fout au cul, quoi. Je me sens insulté de recevoir 150 balles, vraiment. Tout le monde se la raconte en Technicolor avec la démondialisation et la relocalisation des chaînes de valeur. Mais c'est une fable pour enfants en bas âge. Cependant, tout bien considéré, Roux de Bézieux, alors Geoffroy Roux de Bézieux, patron du MEDEF, donc patron des patrons, lui n'est pas de ceux... patron des patrons du 440, hein, pas les petits patrons, hein, les gros patrons. Lui n'est pas de ceux qui ne veulent rien changer. Par exemple, les 35 heures et les congés payés, il est très partisan du changement et que ça saute. Tout le monde se la raconte en Technicolor avec la démondialisation et la relocalisation des chaînes de valeur. Mais c'est une fable pour enfants en bas âge que le gouvernement décide pour l'avenir de s'épargner les humiliations d'aujourd'hui et rapatrie masques, respirateurs plus quelques médicaments sans doute. Que les entreprises pèsent le risque géopolitique, elles le faisaient déjà, ou maintenant géosanitaire, là où elles ont leurs billets de sous-traitance probablement aussi. Mais s'imaginer que le capital sans pouvoir actionnarial renoncera à des coûts salariaux de 100 $ par mois au Vietnam. La Chine est devenue inabordable et bientôt de 20 $ en Afrique qui piaffent à la porte de la mondialisation, c'est se raconter des histoires en couleur. Je vous redirige vers l'article de Immanuel Wallerstein que j'avais lu, Le capitalisme a-t-il un avenir, où il expliquait, je crois qu'Immanuel Wallerstein c'est un homme, où il expliquait combien le capitalisme allait souffrir extrêmement fortement du fait que il s'installe dans des pays où le coût de main-d'œuvre est extrêmement peu cher, donc du coup les gens gagnent de l'argent, donc du coup les gens font des études, donc du coup les gens se politisent, donc du coup les gens demandent des meilleures conditions de travail, donc du coup ils s'installent dans des pays où les conditions de travail, où les coûts salariaux sont beaucoup plus faibles, etc. etc. Et en fait ils créent de plus en plus de zones où le coût salarial va augmenter de plus en plus. Les gens qui fabriquaient iPhone à l'époque de l'iPhone 3 étaient des enfants. Les gens qui fabriquent l'iPhone à partir de l'iPhone 6 sont des étudiants. Et c'est pas du tout le même public. C'est les mêmes gens, mais maintenant ils font des études. Et ça, c'est catastrophique. Et du coup, il y a eu des révoltes, il y a eu des manifs, il y a eu des grèves, etc. Et de bientôt 20 $ en Afrique qui piaffent à la porte de la mondialisation, c'est se raconter des histoires en couleur. Le comble étant bien sûr de se figurer que les nullités criminelles au pouvoir pourraient manifester la moindre velléité de faire changer quoi que ce soit. Macron jure qu'il va se réinventer, ça doit bien être la 3e fois, et célèbre aussitôt sa réinvention en passant à un costume 3 pièces de banquier et des boutons de manchette nacrés pour nous raconter sa fête des travailleurs et travailleuses. Ceux qui s'imaginent qu'après tout sera différent, doivent croire très fort au pouvoir de la fée clochette, parce que les tendances spontanément à l'œuvre nous avertissent plutôt que, sauf action de déraillement organisé, après sera pareil en pire. Sauf
action de déraillement organisée. Et, en l'occurrence, une bonne grève générale, là, hein, ça ferait quand même pas de mal, je sais pas ce que vous en pensez. Soit un gouvernement de gauche. Mais qui déraillement mais déraillement qui? Ou déraillement quoi? Le ticket Hamon-Jadot joue au petit train, il ne faudra pas leur demander davantage. Christiane Taubira nous fera une ou deux strophes, ça ne suffira pas non plus. Quand la réalité est décevante, il y a toujours le recours de s'échapper dans l'imagination. D'un côté, c'est un peu infantile, de l'autre, ça fait des expériences de pensée intéressantes. Donc, imaginons. Voilà, imaginons. C'est ce qu'il nous dit. Il nous dit, bon, de toute façon, vous allez ni voter Jadon, ni voter Hamon-Jadot, ni voter Christiane Taubira, donc la réalité est décevante, on s'échappe dans l'imagination. Soit donc l'hypothèse de la sortie électorale, et puis celle d'un gouvernement de gauche miraculeusement élu, un peu décidé, c'est-à-dire avec des projets ferroviaires sérieux, entendre même pas seulement faire dérailler, mais poser les aiguillages autrement. Question, que se passe-t-il Voir mon article, la lecture de l'article d'Emmanuel Wallerstein, Le capitalisme a-t-il un avenir, où... Ah, c'était peut-être pas dans celui-là, c'était peut-être dans un autre que j'ai pas publié sur YouTube. Mais ah non, c'était un autre que j'ai pas. Je crois que c'était un autre que j'ai pas publié sur YouTube, où on parlait justement aussi de l'accès à un socialisme, l'accès à un communisme par les voies électorales, qui n'est pas inenvisageable. Réponse, il se passe une vérification. La vérification d'une certaine impossibilité. L'impossibilité, c'est celle opposée par le capital qui, en 40 ans, a tellement conquis, tellement pris l'habitude d'exiger et d'obtenir, tellement régné sans partage et surtout installé si profondément les structures de son règne, la financiarisation, le libre-échange, les délocalisations, qu'il n'existe pas pour lui la moindre raison sérieuse d'abandonner quoi que ce soit. Et en effet, quand on a si méthodiquement installé les conditions de son emprise, par quelle sorte de miracle humaniste renoncerait-on à l'exercer ? Tant la concurrence instituée à l'échelle internationale par l'OMC et l'UE que le primat de la valeur actionnariale, imposé dans les marchés de titres déréglementés, détermine les courses successives vers l'Europe centrale, la Chine, le Vietnam, l'Afrique. Les délocalisations ne sont que l'exercice de ces possibilités, la satisfaction joyeuse des impératifs institués de la compétitivité et de la rentabilité. Et aussi la sanction exemplaire des corps sociaux qui refusent de s'ajuster d'autant qu'il le faudrait. Vous vous accrochez à votre code du travail, à votre SMIC, à votre protection sociale. Chaque fois que vous résisterez, nous vous briserons un peu plus, puisque par les latitudes de mouvement que nous sommes aménagés, nous en avons les moyens. Bon. Je sais pas trop ce qu'il nous dit. J'essaie de comprendre. Vous vous accrochez à votre code du travail, à votre SMIC et à votre protection sociale. Chaque fois que vous résisterez, nous vous briserons un peu plus. Puisque par les latitudes de mouvement que nous nous sommes aménagés, nous en avons les moyens. D'accord. Ok, oui, c'est nous, c'est les capitalistes. Arrêtez, en gros ce que dit Lordon, arrêtez de résister. Arrêtez de résister face à toutes les lois de merde qu'on a envie de vous foutre dans la gueule. Ça ne sert à rien de résister. Ça ne sert à rien de rester à gauche. Ça ne sert pas à rien, c'est toujours un peu utile. Vaut mieux ça que de rien faire du tout. Mais de rester toujours dans une position à gauche de résistance. De toujours, non, on veut pas cette nouvelle loi. Non, on veut pas cette nouvelle loi. Non, on veut pas cette nouvelle loi. Non, on veut pas cette nouvelle réforme. Oui, on veut ça. C'est ça qu'il faut dire. Et il faut dire, tant qu'on n'aura pas ça, on va tout casser. On va casser le mobilier urbain. On va casser les bancs. On va casser les abribus. On va casser la tête des CRS. Jusqu'à ce qu'on ait ce qu'il faut. Et puis on va casser les usines au bout d'un moment. C'est ça qu'il faudrait dire. On va casser les moyens de production. Et une fois qu'on aura dit on va casser les moyens de production, je vous assure qu'on aura beaucoup plus de choses. Le temps où l'on pouvait croire à la négociation au niveau politique et économique est révolu. Mais oui, mais il faut aussi que les syndicats ils fassent leur boulot d'organisation de la lutte syndicale. Parce que quelque part, les syndicats se retrouvent aujourd'hui à un point d'inefficacité qui est même supérieur à celui qu'avaient les soviets en Russie dans les années 10, quoi. On dirait de la gannerie. Oui, complètement, on dirait exactement ce que dit de la gannerie sur France Inter, qui a évidemment énormément troublé l'ordre bourgeois et qui a offusqué beaucoup de gens. Et heureusement que, même si France Inter est une radio bourgeoise de droite, il existe des petits espaces de parole comme ça sur France Inter. Il y a Par Jupiter, hein, qui est pas du tout de la parole de droite. C'est pas de la parole extrême gauche, mais c'est pas de la parole de droite. Mais il existe Par Jupiter, et il existe aussi des fois des invités qu'on arrive à ramener là et qui nous disent des choses intéressantes. Et la gannerie disait des choses intéressantes, pas que, mais... Ah, il est bien son livre? Ah, à la limite on le lira alors. À la limite on le lira dans ce cas-là. Mais Lev Davinovitch Jafuznik, moi je t'invite
Je t'invite à venir participer aussi au débat politique et tout ça euh, sur le Discord. Le Discord, c'est intéressant d'y venir, si ça te branche. Et comme ça, on pourra aussi discuter de ça et de ce que tu me conseillerais de lire en live, parce que tu es beaucoup plus légitime que moi pour me faire des suggestions de lecture. Je suis tellement peu légitime que mes premières idées, c'était de prendre 3 livres de Marx et de les lire. Hein. Alors, c'est bien Marx, mais c'est vraiment parce que c'est facile. Le capital qui s'est créé une telle position et qui s'y est bien installé, ne cessant d'ailleurs de s'efforcer pour l'élargir davantage, ne laissera pas défaire ses acquis sociaux à lui. Il ne voit plus l'intérêt de transacter, pour cette simple et bonne raison que le pouvoir qu'il a conquis l'autorise à ne plus le faire. Il n'a pas besoin de négocier avec nous, le capital. On transacte quand on n'a pas tous les moyens d'imposer unilatéralement sa volonté. Mais quand on les a, or il les a. De là que tout ce qui pourrait ressembler à une négociation réelle, à un compromis sérieux, c'est-à-dire portant sur des questions autres que d'ajustements secondaires, est complètement disparu du paysage social. Disparition d'ailleurs entérinée par le vocabulaire Potemkin, des gouvernements relais, qui ne connaît plus que des concertations, voire des consultations. On a consulté les partenaires sociaux, vous savez. Ils nous ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord, mais on les a consultés. Après 4 décennies de progrès ininterrompus, on n'obtiendra plus rien du capital. Tu es plus légitime parce que tu as plus lu que moi quand même, non? Et en plus, tu fais des études là-dedans. Ne sois pas dans une position d'humilité. Je rappelle que l'humilité, c'est une valeur bourgeoise. L'espace intermédiaire du compromis renégocié était le lieu de la social-démocratie et de toutes les institutions. Cet espace fermé par les conquêtes stratégiques du capital, ironiquement impulsé par la social-démocratie même, à qui l'on doit aussi bien la financiarisation, la concurrence européenne et le libre-échange international. Il s'ensuit que syndicats réformistes et partis socialistes en peau de lapin sont logiquement tombés dans le trou qu'ils avaient si bien creusé. Sur la scène de l'histoire, il n'y a plus de place pour les acteurs qui s'étaient donné pour mission d'obtenir quelque chose du capital, après qu'il l'ait armé des moyens de ne plus rien lâcher. J'allais dire on remerciera la CFDT, mais juste en dessous je vois qu'il parle déjà de la CFDT, je suis très content. On pourra en parler un petit peu de la CFDT. Je sais pas si vous connaissez dans le chat, dites-moi si vous savez un peu, si vous voyez un peu ce que c'est. Alors ils disparaissent. Seul un effet de persistance rétinienne, vous savez, c'est quand vous avez une image qui vous frappe les yeux, et quand l'image disparaît, elle reste un petit peu inscrite sur votre rétine, et du coup vous continuez de la voir un peu alors qu'elle n'est plus là. Seul un effet de persistance rétinienne, ou d'inertie façon bip bip le coyote. Bip bip le coyote? Mais non, bip bip c'est pas le coyote. Le coyote c'est Wile E. Coyote. Peut faire croire qu'ils existent encore, mais ne restent en réalité que des bâtiments vides de tout contenu politique. Et encore, Solferino a bien mis la clé sous la porte. On ne parlera pas de la CFDT, antenne factice du système de syndicat patronal, mais Montreuil, combat perdu après combat perdu. La CGT n'en finit pas de revérifier l'évanouissement de sa position de syndicalisme revendicatif au niveau macro-social. Au niveau des entreprises, évidemment, c'est autre chose. Quand il n'y a plus rien à obtenir, et de n'en tirer aucune leçon. Pas sûr, mais la politique ne se fait pas dans les livres, j'ai du mal avec cette tendance intellectualiste. Oui, c'est vrai que ce que je dis, c'est très intellectualiste, en te disant que t'es plus légitime, mais t'es plus légitime que moi, non pas en termes de discussion politique, je suis sûr que je pourrais avoir un débat politique avec toi et considérer que j'ai raison, mais en l'occurrence, moi je suis très actif dans le militantisme, ce que tu n'es peut-être pas, je sais pas, mais t'es plus légitime que moi pour faire des conseils de lecture, c'est ça que je voulais dire. Et toi ne sois pas dans une position de surreconnaissance du diplôme. Non, c'est pas du diplôme, c'est que lui a plus lu ce genre de choses que moi. Et du coup, je considère que si moi je dois vous conseiller un livre ou vous lire un livre, le choix que j'aurais fait sera moins éclairé. Soit on considère que tout le monde est légitime à porter une parole publique, soit on délègue ça à des experts, mais c'est un choix qui ne se résume pas à l'humilité d'une façon... Non, mais c'est pas ça que je dis, évidemment. Vous me connaissez. Donc la CFDT, voilà. La CFDT, vous savez qu'il y a des syndicats comme la CGT, etc., qui sont des syndicats... je sais plus comment on appelle ça... parce que je sais que la CFDT, c'est réformiste. Et il y a le syndicalisme révolutionnaire ou le syndicalisme de lutte. Je ne sais pas si la CGT s'inscrit dans le syndicalisme de lutte ou révolutionnaire, je pense ou contestataire en tout cas.
Ouais, c'est un syndicalisme contestataire, la CGT, c'est-à-dire qu'ils vont aller constamment aller dire non au patron, non au patron, non au patron, etc. Et la CFDT, c'est un syndicalisme réformiste, c'est-à-dire que quand le pouvoir va proposer des lois, va proposer des choses, etc., euh, la CFDT va dire oui monsieur. Voilà. Euh, Là où la CGT va dire non connard, en fait. C'est ça un peu le... Tu vois, oui monsieur, non connard, c'est un peu le truc, voilà. Je sais plus où j'avais vu ça. Euh, Quand le capital nous aura mis à l'esclavage, la CFDT renégociera le poids de nos chaînes. Voilà. C'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que eux, ils sont dans la négociation. Ils sont pas dans une opposition. Ils sont dans le dialogue. Voilà. Ça sert à rien d'être dans le dialogue avec des gens qui sont nos esclavagistes. Hein. Bon, faut pas comparer l'exploitation salariale avec l'esclavage. C'est pas bien de faire ça. Je retire. Ce que valent les mandats de la démocratie. Là-dessus, voici donc notre gouvernement de gauche, par hypothèse déterminée, qui s'avance. Il a reçu l'onction des urnes, posé un programme clair, protectionnisme, réglementation environnementale contraignante, relèvement des impôts, annulation des baisses de charges, redressement des services publics, nationalisation, reprise en main des orientations du crédit. Voilà, ça c'est le gouvernement de gauche fictif que créait Lordon. Hmm. Alors un repère d'anarchiste, je sais pas, mais la CGT a une histoire qui est quand même très ancrée, euh, qui est quand même... Ah non, la CFDT était un repère d'anarchiste. Non, je crois pas quand même. Mais la CGT, je sais que c'était quand même très important dans l'histoire des luttes sociales. Hein. Pourquoi tu dis CFDT astérisque? J'ai dit une connerie, moi? Quand j'ai fait la citation, j'ai dû dire CGT au lieu de CFDT. Désolé si j'ai fait ça. Donc voilà, notre parti de gauche qui arrive. Mais surtout, à l'inverse du festival des idées qui se récrie d'effroi à l'idée de porter la main au traité européen, horreur du repli et de la frilosité, lui fait la précédente analyse, c'est dans l'hypothèse de notre expérience de pensée, et se donne précisément pour projet de refaire les structures, puisque le pouvoir inexpugnable du capital doit tout à leur configuration d'à présent. Bon là, on retrouve un petit peu quand même du Mélenchon, hein. Il y a du Mélenchon dans ce que dit Lordon quand même. Hein. Je crois que quand Mélanie dit que c'était un repère d'anarchiste, je pense que c'est plutôt la CGT, hein. La CFTC. Euh, Vous savez, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de monde en stream, donc il n'y a pas le mode lent activé où vous pouvez poster qu'un message toutes les 30 secondes, donc n'hésitez pas, allez-y, hein. Faites-vous plaisir. Refaire les structures, c'est rouvrir l'espace intermédiaire, celui dans lequel le salariat, à armes un peu moins inégales, peut espérer mener des combats qui ne soient pas totalement sans espoir. Et oui. Oui, bah Néron. Bah t'es malin, tiens. Néron. Sois pas casse-couille. Sois pas casse-couille, Néron. Et le corps électoral, dans sa majorité, a dit oui à tout ça. Notre gouvernement a le mandat. Alors il va découvrir ce que valent vraiment les mandats de la démocratie. Car au moment où il arrive au pouvoir, les structures qu'il a pour projet de transformer sont là. Or ces structures déterminent deux sortes de moyens à l'usage du capital. Les moyens en temps ordinaire, de ne rien céder de substantiel au salariat, et les moyens de rang supérieur, de mettre en échec toutes les tentatives de transformer les structures. En somme, la structure générale de la mondialisation néolibérale peut travailler à la fois à ses opérations ordinaires de discipline salariale et à son autodéfense. Donc d'un côté, tu vas avoir ton président que tu auras élu, ton gouvernement que tu auras élu, qui aura son mandat, qui va s'attacher à réaliser les choses qu'il a promis de faire, donc voilà, nationalisation, restructuration, etc. Et de l'autre côté, tu vas avoir les structures déjà en place qui vont s'activer à faire en sorte que ce ne soit pas possible pour lui. En fait, le gouvernement de gauche déterre. Ça me fait rire. Le gouvernement de gauche déterre. Nous, on veut un gouvernement de gauche déterre, ok? En fait, le gouvernement de gauche d'Ether n'aura même pas à attendre de prendre ses fonctions pour s'en apercevoir. Dans la structure générale qu'il se propose de combattre, il y a une force de représailles préemptive foudroyante, c'est la finance. Car le gouvernement déterre tout ça, la finance l'aura vu venir de loin. Du moment où l'hypothèse de son succès électoral commencera à prendre consistance, elle sortira les armes. Une seule en fait, mais décisive, le taux d'intérêt.
Quand Marché n'est pas content, lui toujours faire ainsi. Il vend les titres de la dette souveraine, fait baisser ses cours, donc monter ses taux d'intérêt. Donc vous savez qu'il y a une dette souveraine et la finance, elle va vendre les titres de dette souveraine pour faire baisser les cours et faire monter les taux d'intérêt, pour saboter en fait complètement les projets et l'économie du gouvernement en place. Mais cette fois, ce sera en tempête. C'est qu'un gouvernement qui s'en prend aux structures de la financiarisation s'en prend aux moyens par lesquels les marchés disciplinent les gouvernements. C'est-à-dire les tiennent à des politiques publiques parfaitement respectueuses de leurs intérêts, de créanciers, pas d'inflation pour ne pas dévaloriser les patrimoines, pas de déficit pour ne pas laisser croître une dette sur laquelle il pourrait y avoir défaut. Ils ne veulent pas non plus créer des dettes auxquelles on ne peut pas pouvoir rembourser. Déréglementation du travail et concurrence commerciale pour imposer les exigences de la rentabilité. Bref, s'en prendre aux structures de la finance, c'est s'en prendre aux structures du pouvoir de la finance. Énorme surprise, la finance ne se laissera pas faire. Sa réponse sera à la mesure de la menace anticipée. Si celle-ci est sérieuse, celle-là sera furieuse. Des ventes massives de la dette souveraine peuvent entraîner les taux d'intérêt très très hauts. Mais alors tout le reste de la politique économique de notre gouvernement est défait. Avant même d'avoir pu être mis en œuvre, la charge de la dette s'élève dans de telles proportions qu'au mieux, elle évince les autres dépenses publiques et prive la politique budgétaire de toute marge de manœuvre, au pire, elle amène en un clin d'œil l'État au seuil du défaut. La politique progressiste des terres est annihilée, sans avoir seulement eu le temps de voir le jour. Vu que je peux jouer le rôle du petit intello, j'invite ceux qui le souhaitent à lire La naissance du syndicalisme et les mouvements sociaux à l'aube du XXe siècle de Paris. Ça marche. Et qu'est-ce que tu penses de l'histoire du syndicalisme et des luttes sociales par Mathilde Larère? Parce que ça, c'est un truc qui m'intéresse de lire, ça m'intéresserait de le lire. Je sais pas si tu connais un peu le travail de Mathilde Larère. Il faut alors imaginer le concert médiatique, l'égout de l'information continue en plein débordement, la noria des fulminants. Pour fixer les idées, on se souviendra qu'en 1983, la presse était mise en auto-ébullition avec la faillite du gouvernement socialo-communiste pour 3,2% de déficit budgétaire. On voit d'ici le massacre. Le pire étant dans cette affaire que la finance dispose de ce diabolique pouvoir de se donner raison à elle-même, puisque, créant les conditions de la mise en échec, elle met en échec. Et ça donne alors à qui veut tous les motifs de triompher, c'est un échec. Voilà. Bon, là, la presse qui dit qu'il y a une faillite du gouvernement socialo-communiste pour 3,2% de déficit budgétaire, alors qu'il faut s'attendre quand même à bien plus si on veut réussir à instaurer un pays à peu près socialiste, un système à peu près socialiste. C'est déjà flippant qu'on arrive à faire paniquer les gens à cette idée-là, quoi. En l'occurrence, le seul échec véritable est celui de n'avoir pas su plaire au marché. Mais cet échec-là n'a rien à voir avec les propriétés objectives de la politique économique en question. Comme on le voit logiquement à ceci qu'elles n'auront même pas eu le temps de produire leur premier effet avant d'être emportées par la furie spéculative. Ah c'est vrai, ça c'est la CFDT ça, putain. Non, c'est la CGT ou c'est la CFDT? Mélanie Mad, elle dit il n'y a qu'à voir lorsqu'ils ont comme par hasard quitté la salle du conseil d'Engie pour ne pas gêner le rachat de Suez. Non mais je te jure, à quoi ils nous servent ces gens-là? Il ne faudra pas trop compter sur BFM, France 2 et France Inter pour apercevoir ce genre de subtilité. On vous l'avait bien dit. Et il le faudra d'autant moins qu'ici, la haine médiatique de classe dont on a déjà assez vu quel libre cours elle pouvait se donner pendant les Gilets jaunes, ne se sentira plus aucune limite. Un gouvernement porté par le populo, attaché à la défense de ses intérêts, à lui davantage qu'à ceux des ruisseleurs, tournant si ostensiblement le dos aux prescriptions des répétiteurs autorisés, ne peut être par soi qu'une infamie, et le plus vite on en finira avec lui, le mieux. De toute façon, c'est une certitude que si la gauche gagne, elle ne gagnera qu'une fois, et après il faudra se retaper 30 ans de droite. Hein. C'est pour ça que c'est important d'avoir une grosse politique violente de gauche. Hein. Pendant ce temps, l'UE, au sans coup, admonestation en tous sens, la Commission fait des communiqués, la BCE menace de ne plus racheter la dette française, et par là de parfaire les conditions d'adversité déjà créées par les marchés, les exhortations allemandes, les sarcasmes de The Economist, le monde préoccupé à sa une qu'on pourrait faire le choix du repli national. Ce ne sera même plus une campagne, ce sera un tapis de bombes, médias privés, médias publics, car ici il faut envisager un concept étendu de la presse du capital. Par exemple, de même que la CFDT relève un concept étendu de patronat, il n'est pas besoin à la presse du capital étendu d'être formellement la propriété du capital pour tenir le discours du capital.
Eh oui, pas besoin d'être la propriété du capital pour tenir le discours du capital. Léa Salamé et Nicolas Demorand font ça admirablement sur France Inter tous les matins. Ils ne seront pas les derniers à glapir à la banqueroute. Or, si l'économie, avec les anticipations des agents économiques, c'est peu dire qu'il y aura comme un climat. Ouais, Léa Salamé, qu'est-ce que je peux pas la blairer. Qu'est-ce que je peux pas la blairer. Alors, la malle, pas la malle. Connasse. Là-dessus, le patronat formel apportera sa petite contribution à lui. D'abord, bien sûr, forte participation au manège à Tocard, sur tous les plateaux télévisuels, concertos de lamentation, comédie du désespoir et des cheveux arrachés. Retenez-moi, mon talent et moi, nous quittons l'URSS. Départ effectif et bruyamment médiatisé. Compteur en temps réel sur BFM des sorties de capitaux et des cerveaux, sans rire enregistré. Ensuite, plus discrètement, mais plus décisivement, mise en panne de l'investissement et de l'embauche, c'est-à-dire grève de la croissance et de l'emploi. Je vous rappelle que les employeurs, le capital a le droit de faire ça. Il a le droit de faire du chantage à l'emploi. Il a très bien les moyens de dire si vous ne changez pas la politique actuelle, on n'embauche plus. Et du coup, vous vous retrouvez avec des chiffres du chômage et une précarité énorme. C'est quelque chose qu'ils sont tout à fait capables de faire. Où l'on pourra, sauf dans les médias, mesurer vraiment ce qu'est la prise d'otage de la société entière par le capital. Ou bien mes conditions, ou bien je vous mets tout en rideau. Voilà. C'est à peu près ce que je dis en gros. Hein. Disons donc les choses comme elles seront sabotage ouvert pour briser aussi vite que possible un gouvernement considéré, à raison, comme un ennemi de classe. Et notre bon gouvernement, rendu en ce point où il est invité par toutes les forces du capital à se rouler son mandat démocratique en cône, qu'est-ce qui lui reste comme possibilité? Eh bien deux, et deux seulement, s'affaler, comme fit Tsipras dans une situation comparable, ou bien passer la seconde. Repatrions l'expérience de penser dans un réel possible, et reformulons le problème d'une autre manière, à la lumière des hypothèses qu'on peut former sur la situation présente. Si la pandémie présente ses causes et ses suites, ne laisse maintenant plus d'autre choix que d'être anticapitaliste, entre s'affaler et s'avancer, laquelle des deux voies choisissons-nous? Et c'est la fin de cet article de Frédéric Lordon, et je vous invite évidemment à aller regarder La Pompe à Finance, qui est le blog de Frédéric Lordon, libre, gratuitement, en lecture libre sur le monde diplomatique. Bon, les urnes, c'est bien, ok? Et on sait que les urnes, ça fait bouger les choses. Peut-être un aspect sur lequel j'aurais bien aimé que Frédéric Lordon revienne, c'est cet aspect, vous savez, de voir l'influence qu'a un chef d'État sur l'état d'esprit et l'état des luttes sociales. Vous savez que sous Trump, il n'y a jamais eu autant de luttes sociales qu'avant. Sous Trump, il n'y a jamais eu autant de milices armées qu'avant. Sous Trump, il s'est passé plein de choses qui ne se seraient pas passées avant, mais pas parce que lui, il a permis à ces choses-là d'exister, mais simplement parce que sa présence à la tête du gouvernement a permis aussi à beaucoup de choses d'avancer. En bien comme en mal, hein, évidemment. Surtout en mal. Évidemment, surtout en mal. Hein. Il n'y a jamais eu autant de noirs qui se sont fait tuer non plus. Mais faut voter à gauche, il n'y a pas de souci pour ça. Moi, je suis complètement d'accord avec le fait de voter à gauche. Mais il ne faut pas oublier que pendant qu'on votera à gauche, il faudra aussi un petit peu prendre les armes contre le capital, saboter un petit peu des trucs et rappeler aux patrons qu'ils ne peuvent pas faire absolument tout ce qu'ils veulent sans jamais devoir en payer le prix. Je vous invite à voir ce que De La Gannerie dit. Alors c'est bizarre un mec avec une particule qui dit de saboter l'outil de production, hein, mais faut voir ce que De La Gannerie dit sur France Inter, c'est disponible sur YouTube, et je vous invite à regarder ça. Je regarde juste, est-ce qu'il y a des choses intéressantes dans les commentaires de ça? Ouais, mais ils sont longs, il y a des gens qui commentent sur... Si la monnaie dette, l'euro, n'a plus de valeur, le capital n'a plus d'armes et le problème de la prise d'otage est réglé. Attention, il ne s'agit pas de sortir de l'euro, mais d'utiliser une autre monnaie parallèle et indépendante qui est créée par un dividende universel. Ah ouais, il y a des gens qui ont des projets. Ah ouais. Bon, les gens sont pas en colère contre l'ordre, en tout cas. Hein. L'espace commentaire doit être intéressant, il doit y avoir beaucoup d'illuminés, il doit y avoir beaucoup de gens très intéressants là-dedans. Mais en vrai, il y a des choses à dire sur la CGT, nous dit Lev.
Pendant la grève des cheminots, Martinez n'a cessé de tempérer ses désirs. Il disait toujours ça doit se régler par un accord avec le gouvernement, ou on laisse au gouvernement du temps, etc. Complètement, répond Mélanie. Plus ça va, plus les syndicats prennent des techniques sociodémocrates. Mais ouais, mais les syndicats, ils sont aussi acculés par des logiques de marché. Est-ce que Martinez, qui est quand même à la CGT depuis un moment, est-ce qu'il est pas à bout de souffle? Il a eu des périodes vénères, hein, mais c'est vrai qu'il y a des moments où il se calme, et c'est toujours les moments où il est décevant, quoi. Après, de la gannerie, c'est parfois l'esthète intellectuel qui fait des injonctions sans conséquence. Oui, oui, non, mais bien sûr, il est pas parfait. De la gannerie, moi, j'adhère pas à tout. J'adhère pas à tout. Mais ce qu'il dit sur France Inter, j'aime beaucoup. Voilà, je sais pas, c'est le genre de truc qu'on j'aime beaucoup parce qu'on l'entend pas assez. Et j'avais fait écouter ça à ma femme, elle me disait, bah oui, mais c'est évident ce qu'il dit, je comprends pas. Et je dis, mais non, mais c'est pas un truc qu'on entend souvent. Elle dit, oui, je sais pas, c'est normal ce qu'il dit, non? Enfin, elle comprenait pas pourquoi j'ai montré ça, le truc. Elle qui est pas très politisée, quoi. Mais elle dit, non, mais je sais pas, oui, évidemment que je suis d'accord avec lui. Bon. Bah écoutez, sur ce, j'ai pas participé, mais je t'ai laissé en fond. Bah t'inquiète pas, vous participez si vous voulez participer. Je préférerais que les gens de gauche participent plus et que les gens d'extrême droite viennent moins. Mais bon, en plus sur France Inter, tout le monde a trouvé que c'était fou, horrible, mais il n'y avait pas grand chose de terrible. Mais moi je suis d'accord avec ma femme quand elle dit que ce qu'il dit, ça devrait pas nous surprendre, quoi. Ce qu'il dit, c'est d'une logique, enfin c'est. Mais on l'entend jamais. C'est vrai, on l'entend jamais. En tout cas, pas sur des médias comme France Inter, quoi. Il y a eu des gens d'extrême droite. Ouais, t'as pas vu le raid qu'on a eu là? Bah, t'étais bien là, Néron. Ou alors t'es arrivé tard. Mais oui, on a eu un petit raid de facho, ouais. Qui me disait que j'étais raciste. Parce qu'ils aiment bien retourner les arguments. Ah, t'es arrivé tard. Ouais, il y a eu un petit raid de facho. Il y en a eu 5 ou 6 qui sont arrivés d'un coup.